Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier un exercice qui a été donné en 2013 en Amérique du Sud. Il s'agit d'un exercice sur la numérisation du son et plus particulièrement sur la lecture d'un CD. Dans cet exercice, il y avait deux parties complètement indépendantes. La première partie, c'est sur la conversion analogique numérique. Je l'ai déjà traité dans une vidéo. Si elle vous intéresse, il vous suffit de taper sur YouTube Boissac numérisation et vous tomberez dessus. La deuxième partie, c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la lecture de l'information numérique sur le CD. Avant de se lancer dans la résolution de l'exercice, il faut lire tous les documents du sujet qui nous expliquent comment fonctionne en gros la lecture d'un CD. Tout d'abord, on apprend qu'un CD est en polycarbonate, une espèce de matière plastique transparente, recouverte par une couche métallique réfléchissante, elle-même protégée par un vernis. Si on regarde de plus près un CD, on s'aperçoit que c'est une succession de petits trous, qu'on appelle des creux, et de plats qui sont enroulés en spirale. Chose importante pour la suite, ces petits creux ont une largeur de 0,67 micromètres. Et le laser qui va permettre la lecture de l'information, il est un tout petit peu plus large, il fait 1,04 micromètres. De sorte que lorsqu'on éclaire un petit creux, on éclaire en même temps une partie du plat qui est autour de ce petit creux, comme on peut le voir sur le document. Bon, comment ça fonctionne tout ça? Tout d'abord, le laser, il tourne de façon à ce que sa surface défile devant un faisceau laser, toujours à la même vitesse, 1,2 mètres par seconde. Le laser, par un jeu de miroirs et de lentilles, arrive sur le CD, éclaire les creux ou les plats, ou les deux comme on l'a vu. Il est ensuite réfléchi par le CD, il suit le chemin inverse pour arriver, grâce à cette lame semi-réfléchissante, sur une photodiode, qui, elle, produit un courant dont l'intensité dépend de l'intensité lumineuse qu'elle reçoit. En gros, si elle reçoit beaucoup de lumière, elle produit une grande intensité électrique. Si elle reçoit peu de lumière, elle produit une faible intensité électrique. Alors ça, c'est le principe mécanique. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment tout ce système va savoir si c'est un plat ou si c'est un creux. Et comment est codée l'information. Pour le codage, c'est relativement simple. En fait, le système, il doit détecter les transitions quand on passe d'un creux à un plat ou d'un plat à un creux. Ces transitions vont être codées 1. Ensuite, si le laser ne détecte qu'un seul plat ou qu'un seul creux, qu'il n'y a pas de transition, c'est codé 0. Du coup, lorsque le CD défile devant le laser, eh bien le travail du CAN, du convertisseur analogique numérique, c'est de transformer l'intensité du courant électrique en une succession de 0 et de 1, qui correspondent à ces transitions ou ces absences de transition. On verra un petit peu plus tard comment le système détecte si c'est des creux ou si c'est des plats. Première question. Citez une propriété du faisceau laser utilisé dans la lecture des CD. Voilà, en fait, il y en a plusieurs. Mais disons que pour l'instant, avec ce que l'on a appris des documents, sa propriété la plus utile, c'est sa directivité. En effet, on doit éclairer très précisément un creux, un plat ou une transition. Donc il ne faudrait pas que le rayon laser parte dans toutes les directions. Mais en réalité, il y a deux autres propriétés qui sont très utiles, que le candidat, bien sûr, n'était pas obligé d'évoquer dans sa réponse. C'est le fait que la lumière laser soit monochromatique et qu'un laser produit de la lumière cohérente. Alors on va voir pourquoi dans les questions qui suivent. Question 2.2. Calculer la fréquence de la radiation monochromatique. Bon, on sait que la longueur d'onde lambda 0 est égale à la vitesse de la lumière dans le vide multipliée par la période. La fréquence nu, c'est l'inverse de la période, on en déduit nu égale c sur lambda 0. Application numérique, en n'oubliant pas bien sûr de convertir 780 nanomètres en mètres, on obtient 3,85 10 puissance 14 Hz, soit 385 THz. Lorsque la lumière laser pénètre dans le CD, elle traverse du polycarbonate, qui est un milieu d'indice n égale 1,55. On nous demande de calculer la célérité de l'onde lumineuse dans ce milieu. Dans les documents, on nous donne la formule qui donne l'indice en fonction de la vitesse de la lumière. De cette formule, on peut en déduire la célérité
de l'onde lumineuse dans le polycarbonate, V égale C sur N. Application numérique, on trouve une vitesse de la lumière dans le polycarbonate voisine de 2 10 8 mètres par seconde. 1,94 10 8 exactement. En déduire la longueur d'onde lambda de la lumière dans le polycarbonate, sachant que la fréquence ne dépend pas du milieu traversé. Alors ça, c'est un truc que normalement vous avez vu en classe de seconde. Lorsqu'il y a réfraction d'une onde, la fréquence et la période ne changent pas. Ce qui change, c'est la longueur d'onde. On le voit bien sur cette petite vidéo. Cette onde arrive avec une incidence I1 et est réfractée dans un autre milieu avec un angle de réfraction I2. On voit bien sur cette vidéo que la vitesse de l'onde ne change pas et donc que la période et la fréquence de l'onde réfractée est la même que celle de l'onde incidente. Par contre, on voit bien aussi que la longueur d'onde de l'onde réfractée est plus petite que la longueur d'onde de l'onde incidente. En ce qui concerne la lumière, la couleur, c'est une grandeur qui est associée à la fréquence et non à la longueur d'onde, comme on pourrait le penser. Concrètement, le laser rouge, il reste rouge dans le polycarbonate. Sa fréquence ne change pas, mais ce qui change, c'est sa longueur d'onde. Application numérique avec les valeurs qu'on a calculées précédemment, on trouve 504 nanomètres. Question d'après. On nous dit que lorsque le faisceau laser frappe une cuvette, un trou, eh bien, il y a une partie du faisceau qui est réfléchie par le fond du trou et une partie qui est réfléchie par le bord. Alors ça, c'est parce qu'on l'a vu tout à l'heure, le faisceau laser est légèrement plus large que le trou. On nous dit ensuite que les ondes réfléchies peuvent interférer. Ensuite, en s'aidant de ce document, on doit expliquer pourquoi les interférences sont destructives si la profondeur du trou est égale à h, qui vaut lambda sur 4. Bon, je ne vais pas ici vous refaire tout le cours sur les interférences. Pour cela, je vous invite à regarder une vidéo que j'ai faite précédemment, où j'y corrige un exercice de bac et, bien sûr, il y a un petit résumé de cours. Dans ce résumé, j'y explique notamment que deux ondes issues d'une source cohérente peuvent interférer lorsqu'elles arrivent en un même point. Et entre autres, il y a deux cas particuliers. Lorsqu'elles sont en phase, leur amplitude s'additionne, on parle d'interférence constructive. Lorsqu'elles sont en opposition de phase, leur amplitude s'additionne aussi, mais du coup, elles s'annulent l'une et l'autre. On parle d'interférence destructive. Alors, dans le cas d'interférence constructive, on peut montrer que la différence de marche entre les deux ondes est de la forme delta égale k fois lambda. La différence de marche, ça porte bien son nom, c'est la différence de trajet pour que les deux ondes arrivent en un même point M. K, c'est un nombre entier qui s'appelle l'ordre d'interférence. De même, on peut montrer que pour des interférences destructives, cette différence de marche, c'est K plus 1/2 fois lambda. Si on choisit deux rayons particuliers sur le document 4, un rayon qui tape sur le bord et un rayon qui tape sur le fond de la cuvette. La différence de marche lorsque ces deux rayons arrivent sur la photodiode, on voit bien qu'elle correspond à 2h, c'est-à-dire la distance que le rayon parcourt pour aller au fond de la cuvette et revenir. Si on remplace h par lambda sur 4, eh bien du coup ça nous donne delta égale lambda sur 2. En comparant avec la formule de delta pour des interférences destructives, on remarque qu'il suffit que k soit égal à 0. Ces deux rayons provoquent donc bien des interférences destructives. Question de 5.2. Vérifiez que la profondeur d'une cuvette est bien choisie pour provoquer des interférences destructives. Donc en fait, il suffit de vérifier que h est bien égal à lambda sur 4, avec lambda la longueur d'onde dans le polycarbonate qu'on a calculé précédemment. Application numérique, on avait trouvé 504 nanomètres, divisé par 4, ça fait 126 nanomètres. Ce qui fait bien 0,126 micromètres, comme c'est écrit dans l'énoncé. Comparez sans calcul l'éclairement de la photodiode quand le faisceau laser éclaire un plat ou une cuvette. Regardons à nouveau le document 4 et considérons maintenant deux rayons réfléchis par un plat. On voit bien cette fois-ci que la différence de marche est de 0. On est donc dans la situation delta égale k lambda avec un ordre d'interférence k égale à 0. Les interférences sont constructives, l'éclairement de la diode est donc maximum. Pour la cuvette,
Comme on l'a vu précédemment, la différence de marche est de lambda sur 2, les interférences sont destructives et l'éclairement de la diode, dans ce cas-là, est donc minimum. Dans cette partie, on nous parle du lecteur Blu-ray. On nous explique qu'il utilise un laser bleu, donc de longueur d'onde plus petite, et que son gros avantage, c'est de pouvoir stocker plus de données, jusqu'à 25 gigaoctets. Alors, approfondissons un petit peu cette idée. On a vu précédemment que la succession de plats et de creux est enroulée en spirale. Si on veut mettre plus d'informations sur un même support, il n'y a donc pas 36 solutions, il faut faire des trous plus petits et plus serrés. Eh bien, c'est exactement ce que l'on fait. On voit bien sur cette photo que lorsqu'on passe d'un CD à un DVD et à un Blu-ray, les trous sont de plus en plus petits et de plus en plus serrés. Un CD, ça peut stocker environ 700 mégas, un DVD environ 5 gigas et un Blu-ray environ 25 gigas. Alors, le problème, c'est que si on a des trous petits, il faut un laser qui fasse une tâche petite. En effet, il ne faudrait pas que la tâche laser, elle déborde sur plusieurs trous. Il faut qu'elle lise une seule piste à la fois. Il faut donc, en plus de faire des trous petits et plus serrés, avoir un faisceau laser de plus en plus fin. Eh bien justement, question suivante, quel est le phénomène physique propre aux ondes qui empêche d'obtenir un faisceau très fin? Ce phénomène, vous l'avez étudié au début de l'année, c'est le phénomène de diffraction. En effet, pour avoir un faisceau laser fin, on met devant le laser un diaphragme, c'est-à-dire un trou. Tant que le diamètre du trou est gros, on n'a pas le phénomène de diffraction, on observe une tache laser circulaire. Mais quand on diminue le diamètre du trou, voilà ce que l'on observe. Une figure de diffraction avec une tache centrale qui s'est élargie. Et on voit même sur cette animation que plus on diminue le diamètre du trou, plus la tache centrale est grosse. Donc ça va à l'encontre de ce que l'on voulait au départ. Expliquer pourquoi, avec un laser bleu d'un Blu-ray, on peut stocker plus d'informations qu'avec un laser rouge d'un CD. Vous avez dû voir en cours que le phénomène de diffraction, il est lié à la grandeur θ appelée le demi-angle d'ouverture. θ égale lambda sur A, avec A la dimension de l'ouverture. Et plus θ est grand, plus la tache centrale de diffraction est grosse. Comme la longueur d'onde du bleu est plus petite que la longueur d'onde du rouge, on voit facilement, d'après cette formule, que θ bleu est plus petit que θ rouge. On peut donc faire des faisceaux plus fins avec un laser bleu qu'avec un laser rouge. Et comme on l'a vu précédemment, avec un laser plus fin, on peut faire des trous plus petits, plus serrés, et donc stocker plus d'informations. Doit-on avoir la même profondeur de cuvette sur un CD que sur un Blu-ray? Justifiez la réponse. Alors bien évidemment, comme on a vu que la profondeur de la cuvette, elle dépendait de la longueur d'onde, H égale lambda sur 4, eh bien la longueur d'onde du bleu étant plus petite que celle du rouge, les cuvettes du Blu-ray doivent être moins profondes que celles d'un CD. Dernière question, peut-on lire un CD sur un lecteur Blu-ray? On nous demande une seule justification. Tout d'abord, on pourrait dire que comme on l'a vu précédemment, pour que tout ce système marche, il faut qu'il éclaire à la fois le fond de la cuvette et les plats qui sont sur le bord. Comme le faisceau bleu du laser Blu-ray est très fin, eh bien cette condition ne va pas être vérifiée. On peut dire aussi plus simplement que comme on l'a vu, la profondeur de la cuvette d'un CD, ça dépend de la longueur d'onde du laser rouge, c'est-à-dire ça fait 126 nanomètres. Comme le Blu-ray utilise un laser bleu, cette relation ne sera plus vérifiée. Voilà, cette correction est terminée. Je vous rappelle l'adresse du super site où vous trouvez toutes les épreuves de bac S ainsi que leurs corrections, labolycée.org. Vous y retrouverez entre autres l'intégralité de la correction de cet exercice. Bonne révision pour le bac et bon courage!